Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion, on l'est là. Ce soir, on va poser la question de l'alimentation à La Réunion. Comment bien se nourrir? Comment se nourrir avec des produits locaux? Qu'est-ce que on pourrait faire justement pour que ce volume de production augmente de manière conséquente pour que tout le monde puisse manger naturel, je n'ai pas dit bio, mais au moins naturel. Ça, c'est une question qu'on va poser ce soir à deux personnes dans Causement Réunionnais. Et pour les deux personnes qu'on va recevoir ce soir, donc Séverine Raoult, bonsoir. Bonsoir. Et j'espère que j'ai bien prononcé le nom. Bien prononcé. Et Frédéric Amani, bonsoir. Bonsoir. La question est là. Il y a eu, bien sûr, le confinement. Bien avant, ça fait un moment qu'on pose la question. Le confinement a exacerbé un petit peu les sensations ou les émotions. La première question, est-ce qu'on mange naturellement? Est-ce que ce qu'on mange à La Réunion, c'est bon pour le corps? Mais je pense qu'on a beaucoup de choses qu'on mange qui sont bonnes, qui sont de La Réunion, et il y a aussi des choses qu'on mange qui sont moins bonnes, qui sont pas toujours de La Réunion, qui sont conditionnées, qui sont transformées, qui subissent beaucoup de traitements en termes de production, de conditionnement et tout ça. Et l'idéal, c'est qu'on mange mieux. C'est là, je pense, une autre équation. Là-dessus, Séverine, moi, je pense qu'à la base même, La Réunion, on y mange bien. Les racines, patates, manioc, tout ça, nos ancêtres l'ont toujours planté, toujours cultivé, et pratiquement bio, on va dire ça comme ça. La viande, longtemps, nous t'es mange une fois par semaine, donc t'es plus ou moins équilibré selon les carences, les recommandations nutritionnelles, et on avait beaucoup, beaucoup moins de choses importées. Aujourd'hui, il est différent. Alors, justement, c'est ce que le Covid a permis de voir ça un petit peu en grand. Le coût des produits. Il y a eu aussi la crise des gilets jaunes. Il y a eu ça sur le pouvoir d'achat. Mm-hmm. Il y a eu sur les produits, je dirais, de première nécessité, les produits alimentaires. On voit qu'il y a un malaise dans le pouvoir d'achat. Mais est-ce que le pouvoir d'achat... La question est un peu bête, je pose. Est-ce que le pouvoir d'achat conditionne la qualité de ce qu'on mange? Bien sûr. Bien sûr. S'il reste à moi 100 euros... Totalement. Carrément. S'il reste à moi 100 euros, mais il ne pourra pas acheter mon petit poulet frais chez le fermier, chez autre. Non, mais il sera obligé de prendre la caisse de poulet de dégagement parce qu'il faut me prévoir pour le mois. C'est une mère de famille qui parle, qui cuisine, m'a été au RSA, m'a travaillé, m'a vu les différents niveaux de vie qu'il peut avoir. Et oui, il conditionne. Ou de porte-monnaie, conditionne. Ou de manière de manger. Oui, mais le porte-monnaie conditionne le pouvoir d'achat. On a une équation qui est un peu compliquée à résoudre, qui est comment manger bien sans... je dirais presque en gagnant du pouvoir d'achat, ou en tout cas sans trop en perdre. Et c'est quelque chose que Bonne Séverine y travaille dessus. C'est quelque chose que je pense que tout le monde y pense, tout le monde y réfléchit. Nous aussi, nous avons des idées à mon niveau que nous veut justement partager, faire communiquer, partager là-dessus. Par rapport à ce que vient de dire Séverine, je disais qu'avant, et là, c'est pas pour être nostalgique du passé, c'est juste des données en termes économiques. Avant, on allait faire le bazar à la boutique chinoise une fois par mois pour prendre le savon, l'huile, le riz, les grains, ces produits qu'il n'y avait pas à la maison. Sinon, tout le reste, les breads, la viande, tout est dans la cour. Les œufs et tout ça. Voilà, oui. tout est dans la cour. Attention, encore une fois, ce n'est pas pour être nostalgique, c'est juste pour... Aujourd'hui, quand on en vit dans un appart... On peut pas. On ne peut que tout aller acheter, soit au marché forain, soit chez le primeur en bas, soit dans les grandes surfaces. Le contexte a changé. Ah, complètement. Alors, mais avec cette évolution de notre contexte, de notre environnement, est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'aménager notre environnement pour que ce qu'on pouvait faire avant, on peut plus le faire bien sûr, mais malgré tout, on peut faire évoluer. C'est-à-dire que ceux qui ont un terrain peut planter, peut vendre ou partager. Ceux qui ont les moyens de le faire peuvent continuer à produire du local pour que, justement,
le Réunionnais ou la Réunionnaise puisse manger naturel. Est-ce que ça, avec peu ou pas de moyens, est-ce que ça, c'est possible? Il y en a des choses que les possibles. Souvent, les possibles ensemble. Vous parlerez des jardins participatifs, par exemple, où les gens se regroupent pour travailler un terrain ensemble et se produire une production pour leur propre consommation. Nous en a des cas sur La Réunion, d'associations qui fait ce genre de choses, et en effet qui permet, au final, au lieu de tout acheter à 100%, de pouvoir justement économiser sur une partie qu'on a produit soi-même. Il y a aussi la possibilité d'investir nos propres cours, nos plants de gazon. D'accord. C'est donc, une autre idée. Planter utile plutôt que... Planter utile. Notamment, il y a aussi des associations qui font des partages de semences, de graines, de plantes. Il y a des échanges entre particuliers. Finalement, nous rendons compte que si nous mettons à nous ensemble, parce que pour faire pousser, ce que l'on a besoin, c'est de terre, d'eau et de moyens humains. Ensuite, de semences et de travail. Oui. Parfois, tout seul, on est un peu dépassé. Et après, à dimensionner. Voilà, l'équation, les éléments de l'équation sont posés. Qu'est-ce qui fait que, puisqu'on les a, ce que vient d'annoncer Frédéric Armani, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le Réunionnais ou la Réunionnaise n'arrive plus à vivre ensemble? Je pense que, tout à l'heure, vous parlez de nostalgie du passé. Hein. Je pense que là, il faut, moi, mieux nostalgique, le passé. Hein, le passé, quand on arrive chez grand-père, grand-mère, il tue un volaille, il mange, le petit bread, le petit sosomaï, tout ça. Ça, moi, mi nostalgique. Hein. Maintenant, il faut nous avancer aussi, hein, nous connaissons. Hein. Allons marier la tradition avec la modernité ensemble parce que il faut nous évoluer ensemble, comme tu es en train de dire tout à l'heure. Et que ça, il fait que nous avons du mal à évoluer dans un sens que les bons pour nous toutes, hein, nous toutes réunionnais. C'est déjà, on n'a plus les mêmes moyens. Avant, chacun avait son petit morceau à la cour. Aujourd'hui, beaucoup est dans des appartements. Il faut loger les gens aussi, hein, nous conçoit. Le temps. À part pendant le confinement, où les gens étaient obligés de rester chez eux parce que beaucoup d'activités là étaient interrompues. Quel temps nous l'avait? Quel temps nous nana? Des fois, moi, je m'y connais que nana des gens, ils lèvent grand matin 5 heures, ils quittent pratiquement notre case et ils rentrent 7 heures le soir. Quel temps nana pour cultiver? D'accord. Ça, sur ce point-là, je suis d'accord. Mais combien sont au chômage? Combien sont au RSA? Combien sont en inactivité? Et combien n'ont pas envie, justement, de remettre la main dans la terre, de reprendre une pioche? Combien n'ont plus envie de faire ces efforts dans la terre? C'est pas quelque chose de simple non plus, la terre. Et mais comprend que n'est pas si évident que ça, que de prendre une pioche, d'aller gratter, c'est pas tout le monde non plus l'envie de faire ça, ou les aptes à faire. Il y a le climat aussi, il y a l'entourage aussi. Il y a tout un ensemble de choses. Et après, je trouve quand même que le Réunionnais est très proche de sa terre. Beaucoup de monde quand même en a cette sensibilité, mais comme dit Séverine, il manque le carré de mise à disposition, il manque le jardin, il manque ça. Et moi, je suis sûr que s'il avait une possibilité, une visibilité sur ce qui est possible, ce qu'il est possible de faire, ce qui n'est pas possible de faire, ce qui peut, où il peut cultiver, où il peut pas, mais je pense que nous verrions fleurir les jardins un peu plus aisément, un peu plus souvent. Hein. Maintenant, tout ça, il demande une certaine logistique, un certain agencement que la Pointe aujourd'hui ne voit pas ça. Ne voit pas nulle part comme quoi, un terrain, ça dit jardin partagé ou ce genre de choses. Après, il y a une partie de la population qui sera toujours du côté des professionnels agriculteurs pour se nourrir. Et le métier d'agriculteur est là pour ça aussi, pour faire cette partie-là, cette fonction-là. Mais c'est vrai que donner le petit goût de terre, le petit goût d'envie, c'est quelque chose d'important qui peut justement, quelque part, être un petit tremplin pour justement l'approvisionnement sur les filières locales professionnelles. Justement, là-dessus, puisqu'on parle de filières locales, de filières agricoles locales, comment
là aussi, c'est vrai que ça peut être un peu contradictoire, parce que si tout le monde plante à la maison, l'agriculteur, il va plus vendre, l'agriculteur local, il va plus non plus vendre. On peut craindre aussi ça, non? Non, tout le monde, déjà, comme nous disait, tout le monde ne peut pas, parce qu'il n'y a pas le structurel pour, n'a pas le temps pour, ainsi de suite. Et deuxièmement, le volume, à 850 000 habitants, et pouvoir dire que les particuliers vont nourrir 850 000 habitants, professionnellement, ça me paraît très, très compliqué. Nous peut avoir un ajustement dessus, prendre 10, 15, peut-être % de cette production-là, mais dire que ça va mettre en danger la filière professionnelle, non. D'accord. Alors, ce qui amène à se dire que, d'une façon, celui qui plante, il sait ce qu'il va manger. Il sait que c'est peut-être pas bio, mais en tout cas, c'est pas rempli de pesticides et de produits chimiques, d'intrants. Oui ou non? Là, je trouve que les professionnels... Non, je parle de celui qui plante chez lui. Ah, lui, normalement, il ne devrait pas. Voilà, lui, de toute façon, il ne peut pas accéder à ces produits-là. Voilà, mais quelque part, on ne va pas dire non plus... Enfin, moi, je ne dis pas, en tout cas, que les professionnels, parce qu'ils sont professionnels, ils sont dans l'autre sens. Non, je ne parlais pas de produits locaux, là. Je parlais d'un ensemble de choses. D'accord. D'accord. Je ne critique pas les agriculteurs là-dessus. Mais je veux dire que l'avantage, quand on plante chez soi, c'est qu'on sait ce qu'on va manger. Oui. On a la visibilité sur ce qu'on fait. Mais la question est est-ce qu'aujourd'hui, l'individu, quel qu'il soit, peut encore trouver dans son emploi du temps un peu de temps pour aller faire une planche et planter 2 oignons verts, un peu de persil et un peu de coton midi? Nous peut harmoniser ça, m'y pense, parce que vous parlez tout à l'heure de la volonté de planter, parce que c'est un travail dur à la terre, faut le reconnaître. Mais 40% de pauvreté, on en a des personnes, m'y pense là-dedans, que on a cette volonté de travailler, mais on n'a pas le moyen de le faire. Après, à nous réunionner, à nous de réfléchir à un nouveau schéma, agricole ou une nouvelle politique à mettre en place pour que ces personnes qui sont au chômage et ces personnes qui ont envie aussi, peut-être que moi, demain matin, j'ai envie de quitter un bureau et puis mettre à moi, manier la terre et connaître, mais ça mange la salade midi avec un omelette. Mais c'est à nous de penser, c'est à nous de réfléchir comment nous ça mettre ensemble pour demain. Nous connaissons notre expérience passée, notre tradition. Nous connaissons dans quel contexte nous vivons. Le confinement l'a bien ramène à nous, la crise Covid sanitaire l'a bien fait un petit peu à nos rappels. Où ça nous va aller, comment nous peut faire pour essayer de répondre à toutes ces problématiques, mais ensemble. Et je reviens à la question, aujourd'hui, est-ce qu'il faut que le Réunionnais se mobilise pour planter un peu pour lui, pour qu'il puisse manger quelque chose et ne pas être toujours, j'allais dire, soumis aux lois du marché, que ce soit des produits locaux ou des produits importés? C'est ça aussi, quelque part, se libérer un petit peu de cette... S'affranchir. Voilà, il faut nous affranchir à nous, les obliger, il faut nous prendre les choses en main, il faut nous prendre notre pioche pour ça qui peut pas, il arrose, ça qui il peut pas, il essaie de travailler pour avoir les semences, nana moyen. Si nous, toute la réveiller, nana cet éveil collectif-là, planter pour manger, m'a vu aussi un collectif des Azalées, dans le sud, qui essaye de faire ça, mais ça les confronter des fois à la problématique de terrain ou des jeunes agriculteurs qui attendent toujours des terrains, ou des personnes aussi qui veulent être sous le joug de la politique et qui veulent par contre planter, mais avoir cette liberté-là. Allons affranchir à nous, allons mettre ensemble, trouver une solution, un projet pour nous avancer. L'acte d'achat, ce que nous appelons l'acte d'achat communément, c'est quelque part une action d'émancipation aussi, et c'est une action de choix aussi. Mais vous voulez aussi parler de la production locale, de la production agricole locale, que les plus chère que la production d'importation. C'est ce que nous entendons tout le temps. Les gens, ils disent souvent, nous consommons local, mais le prix des produits locaux les plus importants. Mais là-dedans, moi, j'ai envie de dire aux personnes que, quelque part, en consommant local, en consommant des productions locales, nous récupérons du pouvoir d'achat aussi. D'une autre manière, c'est une manière que les plus compliquées, que les moins visibles peut-être, mais n'empêche qu'il vaut la peine aussi de comprendre et de savoir. Parce que, Jasmine, nous consommons, mais prends un cas tout simple. Nous consommons de l'oignon à La Réunion. 10 000 tonnes. Entre 9 000 et 10 000 tonnes par an.
là-dessus, nous avons une production locale que va, je pense, cette année arriver aux 1000 tonnes, voire même dépasser. Ça fait 9000 tonnes qui sont importées. Mais quand on regarde 9000 tonnes, ça fait 9 millions de kilos. Nous retrouvons ces productions sur le marché à 1 euro du kilo en moyenne, 0,80, 1,20 euro. En temps normal, hein, ne parle pas de temps de crise, ne parle pas de temps de Covid, nous parle en temps normal. D'accord? Ça fait 9 millions d'euros. Mais il y en a quoi? Une vingtaine, peut-être une trentaine d'importateurs et des gros importateurs là-dedans qui capitalisent ces 9 millions d'euros. Vous en avez pour payer aux fournisseurs qui est un pays étranger, qui sont donc une production étrangère. L'oignon y arrive à 50 centimes d'euros du kilo maximum, hein, généralement les au-dessous de ça, qui viennent de l'extérieur. Ça veut dire qu'il y a 4,5 millions qui va à l'extérieur, il y a 4,5 millions qui passent dans la poche de quelques importateurs. Donc on a une concentration de richesse. Ou imagine que ces 9 millions étaient produits localement, ça veut dire l'oignon local, il est à 2 euros, 2,50 € du kilo. Mais si on imagine que c'est du gros volume à ce niveau-là, on serait sur du 18 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais cette fois-ci, il faut plus de 150 agriculteurs, plus de la main-d'œuvre, donc des gens, toute une économie locale qui finalement produirait ces 18 millions et ramènerait dans les familles en tant que travailleurs, en tant que transporteurs, tout cet argent, et cette fois-ci, au lieu d'être capitalisé sur 20 personnes, 30 personnes, serait capitalisé sur plus de 150 familles, plus grande partie, plus les ouvriers, plus ceux qui travaillent au conditionnement et tout ça. Donc, quelque part, oui, nous consommons 8-10 kilos par an. Ça fait 10 euros si on prend de l'importation, ça fait 20 euros si on prend du local. Pour 10 euros de plus, on injecte dans le territoire entier 18 millions d'euros. Mais on ne le voit pas. Non, mais de toute façon, le cadre défini par la politique, le cadre défini sur de notre environnement, c'est de faciliter l'importation et de faciliter l'achat de ces. Pourquoi? Parce que, on paye les personnes pour ne pas avoir à travailler, on les a habitués à. Et puis, il y a ces calculs qui sont faciles. Pour 500, 700 euros, ils vont rien faire et ils restent chez eux. Pour 900 euros ou 1000 euros, il faut se réveiller tous les matins à 5 heures, partir à 6 heures au travail. Le calcul est vite fait. Vous préférez quoi? Travailler ou pour se faire crier dessus par un patron, pour se prendre des coups de soleil, alors que pour 700 euros... Même si vous voulez travailler, on ne peut pas, parce que quand vous faites le calcul, vous ne rentrez pas d'autres frais. Oui. Donc, parce qu'en plus, après, il faut vendre. Il faut vendre des oignons qu'on a plantés. Ouais. Parce que si on ne vend pas, on va pas se les manger pendant quelques mois. Ah non. Alors que pourtant, les Réunionnais n'en a de l'or dans cette main. N'en a de l'or que ce soit pour planter, que ce soit pour... Pourquoi toujours vouloir travailler au service d'eux? Pourquoi ne pas créer son activité? Mais ils pensent que nous les capables, nous la peur, beaucoup peur. Oui, mais demain, les taxes et ceci et cela. Mais nous, ferme pas nous, nous avons l'or dans notre main, allons travailler. Développe à nous petit à petit. C'est que comme ça que nous va pouvoir avancer. Sur quelle génération il faut compter? Toutes. Sur toutes les générations, dans tous les âges, il y en a des gens qui ça va, non? Déjà, on a la transmission. Non, on a la transmission, on a l'aîné qui monte la façon de travailler. Bien sûr, la façon, la technicité, parce qu'il faut de la technique, hein, ou lève pas, ou ça n'a pas qu'à la pioche, ou ça n'a pas fait de n'importe... Enfin, voilà, quoi. Mais nous avons cette transmission, nous avons la solidarité, il ne faut pas oublier que nous sommes quand même solidaires, on parle du tissu associatif tout à l'heure, mais allons arrête de demander s'il vous plaît, à l'extérieur. Parce que nous les capables. Il faut rappeler, à longtemps, là, le sucre, c'était à La Réunion. Hein, c'était nous, t'importe. On n'a peut-être pas su bien négocier le prix de vente, mais aujourd'hui, on a toutes les compétences à La Réunion pour faire évoluer les choses. Mais la question, est-ce que tout est fait pour l'émancipation du Réunionnais? Est-ce que tout est fait pour que le travail soit créé à La Réunion et donné aux Réunionnais? C'est quelques questions quand même qui... La dernière fois que la agace à moi, quand on a eu le ministre de l'Outre-mer, qu'il était à La Réunion. La réunit l'ensemble des maires dans l'Est.
Mais attends, moi vraiment, est-ce que ça demande quelque chose de concret pour la réunion? Et ils étaient tout contents, les maires, un maire en tout cas l'a parlé sur la radio, il était tout content parce qu'il y a eu des PEC. Un contrat aidé, ça est censé... Enfin, il fait sourire à haut, mais non, mais tu penses que la Réunion avait un peu plus d'ambition Non, mais à un moment, non, on demande du fonds pour investir, demande pour développer les entreprises, donne l'élan, la bonne marmaïla, donne l'élan, je sais pas. Non, il faut nous revoir nos ambitions. Là, il garde à nous sous le joug. Il faut arrêter. Un dernier mot, parce qu'il faut conclure. Non, mais oui, le consommateur, les nanas aussi, ça, comme il disait, ça part aussi. D'accord. Pour réorienter un peu son choix et le choix de la société. Mais aujourd'hui, on a beaucoup à faire des consultants qui disent qu'il faudrait que nous consommions local, que les hauts pouvoirs, mais qui finalement ne sont que des consultants et ne mettent pas en œuvre, alors qu'ils pourraient mettre en œuvre quelque chose qui favoriserait la consommation locale. D'accord. Merci à vous deux. Merci on vous revoit bientôt. On se reverra de toute façon pour continuer cette discussion. On va nous regarder. Là, on va parler de ce qui concerne la semaine bleue, les personnes âgées. On va écouter des jeunes qui veulent devenir auxiliaires de vie pour essayer de voir comment on peut accompagner les personnes âgées. Qu'est-ce qui a donné envie à Audrey de devenir assistante de vie? Alors, ce qui m'a donné envie de travailler avec les personnes âgées, quand je regarde les émissions ou quand je vois les gens autour de moi, que ce soit dans mon cadre de famille ou autre, qui sont en grande difficulté, tout ça fait que ça m'a donné envie de me former pour pouvoir les aider au mieux. Cursus de formation, vous suivez? Actuellement, je suis en alternance avec avec Gold Formation et la société Rayon de Soleil, c'est-à-dire que je suis en entreprise et en même temps au CFA. Comment se fait la théorie et la pratique? Alors, il faut dire qu'on vient tout juste de commencer. On a commencé cette formation lundi. Donc, toute cette semaine, on a été en entreprise. Et lundi, nous partons pour 2 semaines au CFA, où nous allons apprendre la théorie. C'est quoi la théorie? Qu'est-ce que vous avez commencé à apprendre en théorie? On n'a pas encore commencé la théorie, justement. On commence tout juste lundi. C'est pour ça que je ne vais pas vous dire ce que j'ai appris, vu qu'on n'a pas encore appris. Mais voilà, en théorie, on va apprendre les bons gestes, adopter les bons gestes envers ces personnes qui sont vulnérables, pour qu'on puisse au mieux les aider, les accompagner dans leur quotidien. La pratique sur le terrain, jusqu'à maintenant, qu'est-ce que vous découvrez? Je découvre chaque jour des personnes différentes, avec des pathologies différentes. Certaines personnes ont vraiment plus besoin d'être accompagnées, vraiment, quelqu'un pour les écouter, quelqu'un pour parler avec eux. D'autres ont besoin juste qu'on leur fasse à manger et qu'on reste avec eux lors de leur repas. Ce sont vraiment des personnes différentes, donc on ne fait pas les mêmes tâches avec toutes ces personnes. Qu'est-ce que vous avez envie de découvrir, d'apprendre pour bien faire ce métier? Moi, vraiment, j'aimerais être confrontée à toutes les pathologies pour pouvoir vraiment prendre connaissance et au mieux aider les personnes dans leur vie quotidienne. Comment vous voulez vieillir? Comment moi je veux vieillir? Écoutez, j'aimerais vieillir en bonne santé comme tout le monde et entourée et voilà, si le matin je me retrouve à être en difficulté, j'aimerais aussi être bien accompagnée dans mon quotidien. Alors, est-ce que vous savez c'est quoi un auxiliaire de vie? Alors, une auxiliaire de vie, c'est une personne qui vient chez vous, qui permet déjà que vous êtes accompagné, vous n'êtes pas isolé. Et puis, ça vous êtes dans les actes de la vie quotidienne, que ce soit le soin, le confort. Et puis, permettre à ces personnes de recevoir de la visite surtout. Comment vous avez su qu'aujourd'hui, il y a un métier qui s'appelle auxiliaire de vie?
Alors ben, déjà j'ai fait 3 ans au lycée Marie Curie de Sainte-Anne. Donc c'est grâce à ça que j'ai connu qu'il y avait plusieurs choix, sinon être soignante ou auxiliaire de vie. Mais après moi je préfère me diriger vers à domicile parce que je pense que l'environnement n'est pas pareil et le contact avec la personne n'est pas pareil non plus. Et est-ce que, avant de commencer cette formation, est-ce que vous savez tout ce que vous avez à apprendre pour devenir une bonne auxiliaire de vie? Oui, pour être une bonne auxiliaire de vie, ben, surtout il faut être très patiente, à l'écoute et ben, ça va faire face aux réactions que peuvent avoir les personnes. Donc il faut anticiper dès aujourd'hui pour voir comment réagir face à ça. Et qu'est-ce que ça va vous demander de changer dans votre comportement pour devenir quelqu'un qui est à l'écoute? À l'écoute. Ben, déjà, normalement, je suis quelqu'un de très à l'écoute. Du coup, je pense que ça va se faire facilement. On discute avec la personne, on pose des questions, ça se fait tout seul. Est-ce que déjà, vous faites un test, par exemple, au sein de votre famille, dans la relation avec votre grand-mère, avec votre grand-père? Est-ce que déjà, il y a déjà ce travail-là? Oui. Par exemple, ma grand-mère, automatiquement, quand je vais chez elle, s'il y a quelque chose à faire, je le fais automatiquement, je l'accompagne. Donc oui, ça se fait tout seul. Qu'est-ce que vous devez encore apprendre aujourd'hui? Aujourd'hui, je pense que je vais apprendre un peu plus autoritaire, parce que je suis quelqu'un de très douce. Mais après, il y a des personnes qui peuvent abuser de ça. Donc, c'est vraiment me forger un caractère aujourd'hui. Il faut changer ce caractère, c'est ça? Oui. Il faut devenir un peu plus rigide, un peu plus dur. Voilà, il faut savoir mettre des distances quand ça ne va pas, savoir dire non quand ça ne va pas, et surtout par rapport à la façon de parler quand ça ne va pas, vraiment sévère quand il le faut aussi. Quelle façon vous voudrez vieillir? J'aimerais vieillir de chez moi, parce que je pense qu'en milieu hospitalier ou maison retraite, on n'est pas chez nous. Et puis finir ma vie chez moi. À quel moment vous l'avez pensé que vous pouvez faire ce métier? En fait, mettez dans la petite enfance au début et mettez-vous le reste toujours dans le domaine du social. Et du coup, mettez-moi là-dedans. Et est-ce que vous êtes conscient que ce métier-là, il exige beaucoup de vous? Ah oui, parce qu'il demande beaucoup d'écoute, d'attention, de patience et plein d'énergie. Et vous voulez quelqu'un beaucoup à l'écoute, Oui. Vous êtes très patiente? Oui, tout à fait. Il faut travailler encore ou bien les bons Il faut bien travailler encore un petit peu. Et quoi on doit apprendre d'autre pour devenir une bonne auxiliaire de vie? Déjà, il faut savoir les besoins des personnes que l'on a besoin. Et voilà. Et quoi on doit avoir comme autre savoir? Par exemple, savoir par exemple que quand il chauffe de l'eau, il est comme ci, quand il fait ceci, quand une personne âgée, il demande ça ou donne ça. Tout ça, il faut apprendre? Oui. Nous la commence direct sur le terrain lundi. Et du coup, la théorie, nous ça apprendre lundi pendant la formation. Et quoi on pense qu'il faut apprendre encore? Parce que l'on a besoin. Et comment on voit ce métier-là? Comment on veut que ce métier évolue? Parce que nous tous, on a un grand-mère, on a un grand-père. Comment il faut faire évoluer ce métier-là pour être à l'écoute justement? Déjà, il faut faire la pub. Sur les réseaux sociaux et tout, il faut en parler. Parce qu'il a besoin beaucoup comme ça. Vu que les personnes âgées, il y en a plusieurs maintenant. Et il n'y en a que ça sur la terre maintenant. Et quoi vous voudrez vraiment apporter par exemple, pour une grand-mère? Autant d'aide qu'il a besoin. Autant. Et ça va être ma dernière question. Là-dessus, demain, où ça vieillit? Oui. Comment on veut vieillir? On veut vieillir en bonne santé, entouré de la famille, des amis.